On va passer la parole au docteur Claire Grange. Donc, le docteur Claire Grange est médecin interniste, médecin vasculaire. Elle exerce dans le service de médecine interne et pathologie vasculaire de l'hôpital Lyon-Sud. Très grande expertise par le suivi des patients d'une part, mais aussi sa participation aux essais académiques et protocolaires dans le domaine des anticoagulants. Et donc, elle nous fait une présentation sur les situations particulières dans le cadre de la maladie thromboembolique veineuse, et notamment grossesse et postpartum, insuffisance rénale et cancer. Merci aux organisateurs et puis que je puisse vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Alors bon, j'ai des liens d'intérêt un peu similaires à ceux de Laurent, puisque j'ai participé à pas mal d'essais thérapeutiques et à des groupes d'experts. Alors, on m'avait parlé des situations particulières. J'ai un tout petit peu élargi sur certaines populations qui n'avaient pas été marquées dans le programme. J'ai parlé des poids extrêmes, donc ça va compléter ce qu'a dit Laurent tout à l'heure. L'insuffisance rénale, la maladie hépatique, que j'ai rajouté également parce que ça pose quelques problèmes. Et puis, j'ai mis deux pavés un tout petit peu plus gros qui sont le cancer et la grossesse. Et dans le cancer, j'ai détaillé quelques voies de réflexion un tout petit peu particulières pour développer un peu plus. Donc, les poids extrêmes, comme on en a parlé, on est confronté à la fois à des gens qui sont très dénutris et aux obèses. Alors, dans la thromboprophylaxie, le vrai problème, quand on a des gens qui sont extrêmement maigres, avec des IMC qui sont inférieurs à 18, rien que le fait de faire du 0,4 ml de Lovenox à ces patients-là, ça peut les amener à des taux qui sont quasiment thérapeutiques. Et chez ces patients, ça va augmenter assez considérablement le risque hémorragique. Alors après, quand on va se trouver à des situations de thromboprophylaxie, comme vous l'a dit Laurent tout à l'heure, il y a probablement une place qui va être très limitée au fondaparinux parce que le 2,5 mg de fondaparinux va les emmener à des doses thérapeutiques du fait de la variation de la fonction rénale chez ces patients-là. Et puis, dès qu'on passe en curatif chez des patients qui sont de très faible poids, là encore, on va avoir du mal. 30 kg, comment est-ce qu'on fait de l'HBPM à quelqu'un qui est dénutri et qui pèse 30 kg? On ne peut pas purger la seringue de Lovenox 0,4 pour arriver à du 0,3. Ça va nous poser vraiment beaucoup de problèmes. Il n'est pas recommandé de faire des antidissa de manière chronique pour surveiller l'utilisation des HBPM dans le tout venant. Chez des gens qui ont un BMI inférieur à 16, je pense qu'il faut s'assurer qu'on ne part pas avec des dosages bien plus importants. Alors, on sait très bien aussi que l'évaluation de la fonction rénale chez les patients qui sont maigres, eh bien, ils sont mauvais et qu'on va accumuler en plus de ça les risques hémorragiques chez ces patients. Alors, chez l'obèse, il y a de la littérature qui est un tout petit peu différente, qui a donné des réponses complémentaires à celles que vous a donné Laurent tout à l'heure, où il vous a dit que lui privilégiait le fondaparinux en prophylaxie chez l'obèse. Aux États-Unis, ils vont adapter la thromboprophylaxie chez des fortes obèses. Donc, vous voyez, c'est quand même des IMC à plus de 40 ou à plus de 50. Et ils font des propositions avec des posologies très augmentées d'énoxaparine. Dans ces recommandations, ils n'avaient pas forcément marqué le fondaparinux, mais je partage l'opinion de Laurent. En curatif, quand on veut passer à une injection, je partage tout à fait son opinion d'utiliser du fondaparinux à 10 mg en une injection. Et puis, quand on a des HBPM, eh bien, il va falloir multiplier les injections. Alors, quand on est sur des très forts poids, quelqu'un qui fait 160 kg, il faut probablement lui faire la même posologie de 2 patients de 80 kg.
Et comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a pas la présentation pharmaceutique adaptée, hormis bon, le fondaparinux bien sûr, mais quand même parfois ça ne suffit pas. Et à ce moment-là, ce qu'on peut proposer, c'est de faire 2 injections matin et soir de 0,8 ml de Lovenox ou 2 injections une fois par jour de tinzaparine. Et quand on est à ces gros volumes, avec la tinzaparine, il semble s'orienter actuellement de répartir l'administration de la tinzaparine en 2 injections, une le matin, une le soir, comme on ferait avec du Lovenox, et on fera 0,9 ml ou 0,8 ml de tinzaparine matin et soir. C'est vrai que le cut-off de l'obésité pour le fondaparinux, on nous dit 120-140 kg, mais au-delà, on ne sait pas si on peut utiliser jusqu'à 160 kg. Ces patients-là, ils ne sont pas dans les essais, ils existent dans la vraie vie, et voilà ce que font un petit peu les États-Unis. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on utilise des volumes comme ça? Probablement, il y a une place, là encore, à la surveillance de l'anti-DISA pour s'assurer, d'une part, qu'on n'est pas en surdosage, et puis de savoir si on atteint à peu près des doses thérapeutiques. Alors, il y a des choses qui ont été faites pour les AOD en termes de pharmacocinétique. Les AOD, ils se comportent pas tout à fait de la même façon en fonction des poids extrêmes. Et dans ce papier, ils avaient comparé les dosages à la fois sur la demi-vie, le Cmax et l'AUC dans différentes populations. On n'a pas le détail. Alors, on a les patients cachectiques de moins de 50 kg et les obèses, c'était à plus de 120, mais on ne sait pas jusqu'à combien ils avaient été pour définir, là encore, les variations. Et ce qu'on voit, c'est que le rivaroxaban est vraisemblablement celui qui est le moins sensible aux variations de poids. Bien sûr, il s'accumule chez le cachectique, mais il ne va pas diminuer tellement ses taux chez l'obèse, alors que l'apixaban voit ses taux diminuer chez l'obèse, à la fois en termes de Cmax et d'AUC. Il s'accumule de la même façon chez le cachectique. Donc, comme on a décidé de se concentrer plus sur la maladie thromboembolique, je ne parlerai pas beaucoup plus de l'édoxaban et du dabigatran, puisque, comme vous l'a dit Laurent, on ne les utilise pas en France. Alors, il y a une méta-analyse qui a été publiée de manière récente, en 2021, sur les AOD utilisés pour le traitement des sujets obèses. Et dans cette méta-analyse, ils ont ils ont analysé 21 études, ce qui représente un nombre de patients assez considérable. Il y avait 16 000 patients qui avaient un BMI de plus de 30 kg, 30 km², et 6 000 patients qui avaient un BMI supérieur à 40. Et quand on voit ici l'efficacité des AOD dans ces deux populations pour la récidive de la maladie thromboembolique chez des patients qui sont traités, on voit que globalement, ça fait aussi bien dans toutes ces études et dans cette méta-analyse d'utiliser un AOD que d'utiliser de l'énoxaparine relayée par un antivitamine K, même chez des obèses qui sont conséquents. Et en termes d'hémorragie, ces médicaments semblent plus sûrs que l'association Lovenox-AVK. Et effectivement, on voit, même si, bon, avec les nuances de la pharmacocie, de la méta-analyse, pardon, et effectivement, on voit que c'est plus sécure, tout à fait bien chez des gens qui ont un BMI à 30 kg, et que c'est aussi sécure chez les 40 kg, chez les BMI qui sont à plus de 40. Pour l'instant, on a toujours un bémol pour utiliser chez les gros obèses ces molécules, résultat d'une méta-analyse qui est plutôt favorable. Je n'ai pas interrogé le chat.
Alors, je vais parler un petit peu après de l'insuffisance rénale. Alors, on a très peu d'études qui ont été faites chez des patients qui ont des clairances inférieures à 30 millilitres minute, en particulier dans les HBPM. Néanmoins, il y a de la pharmacocinétique qui a été faite. Il y a de la pharmacocinétique qui a été faite et qui montre que plus les HBPM ont des chaînes qui sont courtes, plus elles vont s'accumuler, et que la tinzaparine, qui est une HBPM qui est relativement différente parce qu'elle a des chaînes qui sont plus longues, elle a une élimination qui est à la fois rénale et non rénale. Dans ce papier qui était là, thrombosis et hémostasis en 2011, ils avaient testé sur des sujets âgés qui avaient plus de 80 ans en moyenne et qui avaient tous une clairance de la créatinine qui était entre 20 et 30. Ils ont fait à la fois de la pharmacocinétique et à la fois de la surveillance clinique chez des patients qui étaient traités pendant plus de 10 jours avec de la tinzaparine. Et ils ont constaté qu'il n'y avait pas d'accumulation de la tinzaparine dans cette population après 10 jours de traitement à dose curative. Ça n'allait pas au-delà de 10 jours, mais 10 jours de traitement, c'est déjà quelque chose qui est conséquent, qui peut nous laisser le temps de faire un relais avec un antivitamine K quand il y en a besoin. Donc, ça permet d'utiliser chez des gens qui ont une clairance un petit peu plus basse de la tinzaparine plutôt que d'utiliser de l'énoxaparine. En termes de prévention, j'ai oublié une ligne sur cette diapositive, sur un autre papier qui était là, à dose préventive. On a fait aussi de la pharmacocinétique. On s'est rendu compte que jusqu'à 15 millilitres de clairance, il y avait effectivement une accumulation des HBPM et en particulier de l'énoxaparine qui s'accumule avec des dosages moyens qui étaient augmentés de 30% par rapport à ce que l'on voyait chez des patients qui ont une fonction rénale qui est normale, mais ça ne faisait pas atteindre des anti-DISA curatifs. Donc, on a une accumulation du produit, mais pas dans des zones qui sont dangereuses. Et si on regardait aux doses préventives des HBPM jusqu'à 15 millilitres de clairance avec de l'énoxaparine, il n'y avait pas de différence chez des gens qui saignaient et chez des gens qui ne saignaient pas, selon le dosage d'anticoagulants qui était obtenu, malgré la faible augmentation du taux sanguin d'énoxaparine avec sa fonction rénale un petit peu diminuée. Alors, insuffisance rénale et AOD. Les AOD, ils sont contre-indiqués si la clairance de la créatinine est inférieure à 30 millilitres. Dans la maladie thromboembolique, comme vous l'a resignalé Laurent tout à l'heure, dans les essais pilotes, il n'y avait pas d'adaptation des posologies, que ce soit du rivaroxaban ou de l'apixaban, si la clairance de la créatinine était comprise entre 30 et 50 millilitres, contrairement à ce qui avait été fait pour la fibrillation auriculaire. Et quelle que soit la clairance, si elle était supérieure à 30, on utilisait les posologies usuelles, 30 mg de rivaroxaban pendant 21 jours, puis 20 mg une fois par jour, 20 mg d'apixaban pendant la première semaine, puis 10 mg d'apixaban. Et ça pendant toute la durée du traitement, tant que la clairance était supérieure à 30 ml minute. Clairement, dans ces études, assez peu de patients avaient une clairance qui était inférieure à 50. Il y avait à peu près 15% des patients qui avaient une clairance à 50 et ça nous a paru pas suffisant pour pouvoir être certain que ce soit complètement sécure. Enfin, on pense que c'est sécure. Mais il a été réalisé à l'initiative de Patrick Mismetti et de Laurent Bertoletti une étude qui est maintenant terminée et dont on attend avec impatience les résultats, qui est l'adaptation de la posologie de l'apixaban ou du rivaroxaban selon
la même recommandation qui a été faite pour la fibrillation auriculaire, donc 15 mg de rifaroxaban une fois par jour ou apixaban 2,5 mg matin et soir chez des patients qui sont insuffisants rénaux. Donc, il y a dans cette étude, je crois qu'il y a près de 400 patients qui ont été randomisés. Soit c'était une posologie adaptée d'AOD ou un relais antivitamine K, après qu'ils aient eu de l'héparine pour le relais antivitamine K. Les derniers patients ont été inclus au mois de décembre avec un suivi de 3 mois. Donc, j'espère qu'on aura les résultats dans l'année qui vient pour pouvoir vous dire s'il est possible et sécure d'utiliser une posologie adaptée d'AOD comme dans la fibrillation auriculaire. Actuellement, on utilise les anti-VV, les AOD aux posologies usuelles jusqu'à 30 ml de clairance, mais il va falloir être extrêmement vigilant aux autres facteurs d'accumulation, en particulier aux interactions médicamenteuses. On a tous l'habitude des interactions médicamenteuses avec les antivitamines K, bien sûr, avec les AOD, les interactions médicamenteuses, elles commencent à pointer le bout de leur nez. J'en parlerai un petit peu plus dans le schéma cancer, mais c'est la même chose. Et si on a une fonction rénale qui est discrètement altérée, plus une interaction médicamenteuse, c'est là que risquent de se passer les problèmes. Alors, la maladie hépatique, c'est aussi un problème, et ça peut être un problème pour les patients. J'avais travaillé là-dessus, en particulier dans la problématique cancer. Tous les AOD sont contre-indiqués en cas de maladie hépatique sévère avec une cirrhose de score de Child-Pugh-C. Quand la maladie hépatique est modérée, on peut les utiliser sans adaptation de posologie. Et puis, s'il y a une contre-indication aux AOD, eh bien, le traitement de la maladie thromboembolique qui surviendra chez ce patient qui a une cirrhose, ça va reposer sur les HBPM, voire sur les antivitamines K, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir à équilibrer un traitement antivitamine K dès que le TP est déjà modifié par la maladie hépatique. Et il ne faut pas oublier que ces patients, ils ont parfois une hypoalbuminémie qui les rend sévères et qui rend le déplacement des molécules, que ce soit les AOD ou les AVECPA, problématiques. Alors, je voulais parler de ce qui se passe sur les voies d'abord. Et ces voies d'abord, donc j'ai refait ici cette plaque pour montrer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un PICC-line. Qu'est-ce que c'est qu'un cathéter tunnelisé, une voie d'abord, un midline, etc. C'était pour remontrer un petit peu les différents types de cathéters. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on a une thrombose qui survient avec un cathéter, que ce soit posé pour une pathologie cancéreuse ou pour une pathologie non cancéreuse? Parce qu'on utilise aussi ces cathéters, parfois pour de la nutrition parentérale. On a à Lyon Sud un centre de nutrition parentérale intensive, donc on n'a pas forcément associé au cancer, et donc on a beaucoup de gens qui ont des cathéters. On a des patients qui ont des pathologies infectieuses avec des antibiothérapies prolongées. On a les voies d'abord qui sont posées dans les milieux de réanimation, indépendamment de tous les cathéters qui sont posés pour mettre des pathologies cancéreuses. Donc, quand c'est associé au cancer, on met des HBPM. Tous les anticoagulants sont possibles à utiliser sur les thromboses associées au cathéter et avec les mêmes nuances de savoir quand est-ce qu'on utilise les AOD. La durée du traitement d'une maladie thromboembolique autour d'un cathéter est de minimum de 3 mois. Et il va falloir savoir qu'il faut laisser un traitement anticoagulant tant que le système de perfusion est en place. Parce que si vous laissez un corps étranger dans la veine, que ce corps étranger il lèse l'endothélium veineux, il est à risque de prolonger le risque embolique. Toujours la question qui nous est posée, il y a une thrombose de la veine sous-clavière autour de mon cathéter. Est-ce que je vais enlever la voie veineuse? La voie veineuse, il faut essayer de la garder. Il faut ne pas enlever cette voie si elle est bien positionnée, c'est-à-dire que l'extrémité du cathéter
est à la jonction entre la veine cave supérieure et l'oreille droite, si elle est fonctionnelle, si elle est utilisée et si elle n'est pas infectée. Si on a besoin de cette voie veineuse et qu'on l'enlève, si on en a besoin, on va en reposer une autre. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on aura agressé l'endothélium de la veine sous-clavière à droite, si on en met une dans la veine sous-clavière gauche, eh bien, on va agresser la veine sous-clavière gauche au risque de provoquer une thrombose sur la veine sous-clavière gauche. Et c'est comme ça qu'on a des patients auxquels on met des cathéters dans toutes les voies d'abord et auxquels on sacrifie toutes les voies d'abord les unes derrière les autres. Et c'est pour ça que si elle n'est pas infectée et qu'il n'y a pas de thrombose problématique, il faut laisser en place cette voie veineuse. Le vrai problème, ça va être l'infection. Si votre patient il a une septicémie qui est associée à une infection du cathéter, oui, il faut l'enlever. Parfois, les infectiologues maintenant, ils ont remis aussi un tout petit peu en place le fait de sauver les voies d'abord et de faire des verrous antibiotiques de manière à essayer de stériliser et de pouvoir garder les cathéters pour éviter ces patients qui n'ont plus du tout de voie d'abord. Une fois qu'on a tout sacrifié en haut, on se trouve avec des patients auxquels on met des packs, des chambres implantables dans les veines fémorales, avec tout le risque de faire en plus. D'abord, ce n'est pas très confortable pour marcher avec un pack par voie fémorale, mais on a des patients qui en ont, et le risque de thrombose des membres inférieurs. Donc, gardez les voies veineuses si vous pouvez. Alors, je vais parler un peu de gros pavés. D'une part, grossesse et postpartum. Alors, le risque thromboembolique, il est multiplié par 4 à 5 par rapport à une femme de même age qui n'est pas enceinte. En pratique, on considère que c'est 1 à 2 embolies pulmonaires au cours pour 10 000 grossesses. Et l'embolie pulmonaire reste la première cause de décès maternel pendant la grossesse. La deuxième cause étant l'hémorragie de la délivrance. Donc, ça reste effectivement pas très fréquent. Sur une autre étude dont je n'ai pas mis la plaque ici, qui était une étude anglaise, en 10 ans, il y avait eu 25 décès maternels par embolie pulmonaire. La moitié des événements apparaissent en antépartum et la deuxième moitié apparaît dans les 6 semaines du postpartum. Comme la durée de l'antépartum et la durée du postpartum n'est pas la même, vous voyez que c'est presque plus dangereux d'accoucher que d'être enceinte. Et de la même façon, j'en profite pour faire un parallèle avec la maladie thromboembolique associée à la pilule, qui est avec un risque relatif qui est de 2 à 2,5. Donc, c'est moins dangereux de prendre la pilule que d'accoucher. Donc, les facteurs de risque de maladie thromboembolique autour de la grossesse, il y a une hypercoagulabilité qui est inhérente aux variations des facteurs de la coagulation pendant la grossesse, le fait d'avoir une grossesse multiple, le fait d'avoir subi une hyperstimulation, et on a tout le problème des PMA. Et puis, quand il y a une césarienne, c'est un mode d'accouchement qui est beaucoup plus thrombogène que l'accouchement par voie basse. Et cette césarienne, si elle est réalisée en cas d'urgence pour un problème d'accouchement, à ce moment-là, c'est encore plus thrombogène. Et puis, il y a des choses qui sont uniquement liées à la femme. Le fait d'être déjà un peu plus âgé avec un âge de plus de 35 ans, le fait d'être obèse, on a mis un cut-off avec un IMC à 30, le fait d'avoir une multiparité, d'avoir dû être alité pendant la grossesse, d'avoir une thrombophilie et surtout d'avoir des antécédents thromboemboliques, surtout s'ils étaient liés à une contraception orale ou s'ils étaient survenus lors d'une grossesse précédente. Alors, les facteurs de risque en postpartum, c'est ce que je vous disais, c'est tous les accouchements compliqués. Donc, la césarienne, 2,7 si c'est une césarienne en urgence
C4. Et puis, toutes les maladies vasculo-placentaires augmentent considérablement le risque de maladie thromboembolique postpartum. Comment peut-on faire le diagnostic d'une maladie thromboembolique au cours de la grossesse? Alors, on a tous appris quand on était petit les scores de Wells, mais le score de Wells, il est totalement inopérant au cours de la grossesse parce que toutes les femmes ont un peu les jambes qui sont lourdes, elles ont parfois le souffle qui est un petit peu court et globalement, on n'a pas beaucoup de possibilités d'être pertinent avec le score de Wells. Il y a un score qui a été créé qui est le score LEFT. On s'est rendu compte que 85% des thromboses des membres inférieurs au cours de la grossesse apparaissaient sur le membre inférieur gauche. Tout ça, c'est dû à la variation anatomique et on sait qu'il y a plus de compression sur le côté gauche que sur le côté droit. Et on a mis également un tout petit peu plus de maladies thromboemboliques au cours du premier trimestre. Et donc, le score LEFT, il est 1 point pour le membre inférieur gauche, 1 point pour l'œdème, 1 point pour le fait qu'on est au cours du premier trimestre de la grossesse. Et une patiente qui arrive au service d'urgence avec mal dans une jambe ou une jambe qui est gonflée et on se dit, a-t-elle une maladie thromboembolique? On va décliner un arbre décisionnel qui est comme ça. Donc, on fait une score de probabilité avec la conviction du médecin qui la voit ou un score à 0. Si la patiente est au premier ou au deuxième trimestre, on peut faire des dédimères. Si les dédimères sont inférieurs à 500, on est archi tranquille, la maladie thromboembolique est exclue. Si la patiente est au troisième trimestre, où là, il y a toujours une augmentation des dédimères au cours de la grossesse, ou si les dédimères sont supérieurs à 500, eh bien, on va aller rechercher d'emblée la thrombose par un Doppler. Si le score de LEFT est supérieur à 1 ou que le médecin a une conviction clinique qui est forte, eh bien, on va débuter une HBPM si on ne peut pas avoir le Doppler tout de suite, ou sinon, on demande un Doppler. Et puis après, c'est simple, hein, s'il n'y a pas de thrombose, on va quand même surveiller un petit peu la patiente. Si la thrombose est confirmée, on va la traiter. Plus la grossesse est avancée, plus l'écho-Doppler peut être pris en défaut, en particulier au niveau du réseau iliaque, parce qu'on est gêné par l'encombrement de l'utérus qui va déjà nous barrer complètement l'accès aux veines iliaques. Alors, de temps en temps, on peut tourner la patiente un petit peu sur les côtés, mettre notre sonde de Doppler quand même sur les côtés, mais assez régulièrement, on n'arrive pas à voir ce qui se passe. Alors, on peut essayer de dire, j'ai pas d'éléments indirects ou j'ai des éléments indirects. Et sur des avis spécialisés, on pourrait être amené à faire des examens complémentaires qui peut être soit une IRM dans un centre spécialisé, soit éventuellement de demander un phléboscan, mais ce n'est vraiment pas de la pratique courante. C'est votre médecin angiologue favori qui vous dira « ouais, là quand même ça craint, on essaye de faire autre chose ». Embolie pulmonaire, de la même façon, le score de Wells, le score de Genève, il est souvent pris en défaut. Et à ce moment-là, on va rester avec notre bon sens de médecin et on va utiliser les dédimères à peu près de la même façon si on a une probabilité clinique qui est faible. Si pour l'embolie pulmonaire, on a une probabilité clinique qui est forte, on va privilégier en premier temps la réalisation d'un écho-Doppler pour éviter d'irradier cette jeune femme qui est enceinte. Donc, si on a une thrombose proximale, on va se dire, d'accord, elle peut peut-être avoir un pneumothorax et une thrombose veineuse proximale, mais la probabilité que sa dyspnée soit due à une embolie pulmonaire est plus importante. Et puis, si on n'a qu'une thrombose distale, si on n'a pas de thrombose veineuse ou si on n'a pas pu obtenir un écho-Doppler, on
on doit demander la réalisation d'un angioscanner spiralé en l'absence de contre-indication et avec un protocole optimisé. Les radiologues maintenant ont optimisé les protocoles de réalisation de scanners chez la femme enceinte de manière à faire des coupes qui soient adaptées pour irradier le moins possible et la maman et ses seins, et puis qu'il n'y ait pas trop d'irradiation qui arrive chez le petit. Il y a cet algorithme qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça, 5 ans, l'algorithme YERS, qui est un algorithme qui permet de diminuer le nombre d'angioscanners qui est demandé. On part du principe que cette patiente, elle a une suspicion clinique d'embolie pulmonaire. On va réaliser à ce moment-là le score YERS et les dimères. Le score YERS, qu'est-ce que c'est? C'est le patient a des signes cliniques de thrombose veineuse, la patiente, pardon, a des signes cliniques de TVP, elle a des hémoptysies et l'embolie pulmonaire est le diagnostic le plus probable. C'est déjà des signes qui ne sont pas très fréquents, mais qui sont assez lourds pour pouvoir se dire « ouais, ça renforce vraiment bien mon diagnostic d'embolie pulmonaire ». Donc, si on a un score YERS à 0, on peut exclure l'embolie pulmonaire sur un taux de dédimère à moins de 1000, quel que soit le terme de la grossesse. Si le score YERS est à 0, mais que les dédimères sont à plus de 1000, on va à l'angioscan. S'il y a un critère YERS, on éliminera l'embolie pulmonaire chez une femme enceinte que si les dédimères sont inférieurs à 500. Et si c'est à 500, qu'on a un ETIAM YERS, eh bien, il faut aller à l'angioscanner. Cette méthode, par rapport à celle que je vous ai présentée au-dessus, elle diminue de 30% le taux de scanner qui est demandé, avec une parfaite sécurité pour les patientes, et sur le long terme, on n'a pas raté dans cette étude d'embolie pulmonaire chez les patientes. Même si c'est des critères qui ne sont pas fréquents, les critères YERS, mais c'est quand même intéressant d'utiliser et de diminuer le nombre d'examens demandés. Alors, pourquoi est-ce qu'on essaye de diminuer l'irradiation des femmes enceintes? C'est quand même de l'évidence. Les effets tératogènes apparaissent pour une dose seuil de 100 000 micrograis, et vous voyez qu'un scanner, c'est 150 micrograis au maximum. On ne va pas faire des scanners toutes les 5 minutes aux femmes enceintes, mais maintenant, il est admis par les radiologues et par les gynécologues qu'on peut faire sans trop de danger un scanner spiralé à une femme enceinte pour être certaine qu'elle n'ait pas fait d'embolie pulmonaire. Si on compare ce qui se passe par rapport à une scintigraphie, quand on rajoute la perfusion et la ventilation, ça fait quand même énormément beaucoup plus d'irradiation qu'un scanner spiralé. Surtout que maintenant, on fait des scanners qui sont adaptés, et c'est ces scanners adaptés qui donnent que 131. Il avait été également suspecté initialement que l'injection de produits de contraste iodés pourrait avoir une toxicité sur la thyroïde des enfants. Ça n'a aucun impact, et donc on peut totalement s'affranchir de ça. Et puis, là encore, il avait été dit qu'il y avait un risque si le fœtus, surtout en fin de grossesse, avait été irradié au cours de la grossesse dans la recherche d'une maladie thromboembolique de chez sa maman. Bon, voilà, 0,6% de leucémie avant l'âge de 20 ans ou de cancer, avec une dose seuil de 10 000 gray, et vous voyez qu'avec notre scanner, on est largement en dessous des doses d'irradiation dangereuses. Alors, quand cette patiente qu'on a pris en charge aux urgences
a une maladie thromboembolique, que ce soit thrombose veineuse ou embolie pulmonaire, comment est-ce qu'on la traite? Les HBPM ont été autorisés par le CRAT dès les années 2004. Et elles ont complètement remplacé, il n'y a plus de place maintenant pour un autre médicament que les HBPM. Le fonds Datarinux, il y a peu de données. De manière exceptionnelle, on peut l'utiliser au cours du deuxième trimestre. Et l'Orgarant pourrait être utilisé en cas de TIH ou en cas d'intolérance cutanée extrêmement sévère des HBPM. À titre personnel, ça m'est arrivé une fois avec une dame qui faisait des plaques cutanées. On a essayé toutes les HBPM et chaque injection, elle faisait une urticaire géante comme ça. C'était juste plus possible, donc on l'a traité à l'Orgarant. Les anticoagulants qui sont contre-indiqués pendant la grossesse. Tous les antivitamines K sont contre-indiqués pendant la grossesse, en début de grossesse, dès la 8e semaine de grossesse, ce qui veut dire qu'une patiente qui serait sous antivitamine K au long cours, qui aurait besoin de poursuivre un traitement anticoagulant, il faudrait lui faire le switch dès la grossesse connue. Il y a eu quelques rares cas d'anomalies du système nerveux central chez les patientes qui ont été exposées aux antivitamines K au deuxième trimestre et au troisième trimestre de la grossesse. Ce sont des anomalies qui ont été dépistées sur des IRM, mais le plus souvent sans retentissement sur le développement psychomoteur de l'enfant. Mais quand on est au troisième trimestre, ça risque d'exposer à des hémorragies néonatales au moment de la naissance. Et puis, il y a une petite tendance à l'augmentation des fausses couches spontanées. En pratique, le seul moment où on pourrait être amené à utiliser des antivitamines K au cours de la grossesse, ça pourrait être chez des patientes qui ont des valves cardiaques mécaniques et qui pourraient faire un relais aux antivitamines K au cours du deuxième trimestre pour pouvoir avoir encore une chose. Ça se fait de moins en moins. Alors, les AOD, ils traversent le placenta. On n'a pas de données sur de grossesses menées à terme sous AOD, mais on a clairement des patientes qui ont un AOD, qui ont débuté des grossesses sous AOD. En particulier, elles avaient fait une thrombose veineuse, on leur avait arrêté leur contraception et elles ont débuté une grossesse parce qu'on avait arrêté la contraception. Elles ont débuté sous AOD. On relaye dès que la grossesse connue et sur un temps d'exposition qui est très bref, dès qu'on a relayé par une HBPM, les données des registres de toutes ces grossesses qui ont été signalées est extrêmement rassurant. Tout à fait au début, quand on parlait de ça, il y a une dizaine d'années, il y avait un tiers des grossesses sur lesquelles il y avait des interruptions de grossesse qui avaient été proposées. Les 2 tiers de grossesses qui n'ont pas été interrompues ont été menées à terme sans encombre, sans anomalie des enfants. Et donc maintenant, dès qu'on fait le relais, bien évidemment, on partage ces décisions avec les femmes, hein, mais maintenant, il n'y a plus d'interruption de grossesse qui soit proposée de manière fréquente. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on fait? En pratique, on met des HBPM dès la maladie thromboembolique diagnostiquée chez cette femme enceinte. On met des posologies usuelles adaptées au poids de la patiente et on fera le poids adapté au moment où on fait le diagnostic de la maladie thromboembolique. Et on ne fait pas d'adaptation par rapport aux variations de poids. Parce qu'on traite, c'est la dame. Ce n'est pas son placenta, ce n'est pas son bébé, ce n'est pas son liquide amniotique. Et en pratique, une femme qui va avoir une prise de poids standard au cours de sa grossesse, entre 7 et 10 kilos, tout ça, c'est dû aux 3-4 kilos de l'enfant, aux 500 grammes de placenta, aux 2 litres de liquide amniotique. Ça fait déjà 7 kilos qui ne sont pas à elle, mais qui sont au bébé au sens large du terme. Et donc, on n'a pas besoin de la traiter plus parce que elle, ce qui est dans son sang à elle, ça correspond que à son poids à elle. Effectivement, une femme qui prendrait 20 kilos ou 30 kilos au cours de sa grossesse, c'est fort heureusement rare, mais on en voit quelques-unes. Là, on va adapter la posologie, mais ça reste extrêmement rare.
On peut choisir entre 1 et 2 injections quotidiennes. Moi, j'avoue que je suis très une injection quotidienne, mais les 2 sont recommandés au choix du patient et du médecin. Il n'y a pas d'adaptation en fonction, on ne mesure pas l'anti-DISA, on n'adapte pas les posologies à l'anti-DISA. Les plaquettes, la thrombopénie à l'héparine est extrêmement rare au cours de la grossesse, elle n'est déjà pas fréquente avec les HBPM, mais au cours de la grossesse, elle est extrêmement rare. Souvent, ces patientes qui sont un peu fragiles, elles ont un bilan, un hémogramme une fois par mois. On va regarder les plaquettes, mais on n'est pas obligé de la surveiller. Avec les HBPM, il a été signalé de l'ostéoporose et il y a une étude chez ces patientes qui ont déjà un apport vitamino-calcique qui est un peu insuffisant du coup de la grossesse. Le risque d'ostéoporose a été évalué et il y a eu un tassement vertébral dans une étude où ils avaient regardé sur 2800 grossesses. C'est donc rare. Pendant un temps, on supplémentait de manière assez systématique avec un apport de vitamino-calcique, calcium, vitamine D3, sur un traitement par HBPM relativement prolongé pendant la grossesse. C'est vrai qu'on va un petit peu regarder comment est la femme, comment est son capital osseux, tel qu'on peut le juger, si elle est extrêmement maigre, si elle a un apport vitamino-calcique à l'interrogatoire qui est faible. Peut-être on peut la supplémenter, mais ça n'est pas recommandé de façon systématique. Le traitement doit être maintenu pendant toute la grossesse et pendant les 6 semaines du postpartum. Et si la patiente présente une embolie pulmonaire ou une thrombose veineuse en fin de grossesse, il faut quand même qu'elle ait au moins 3 mois de traitement. Hein, ça arrive qu'on ait juste avant d'accoucher une embolie pulmonaire ou une thrombose veineuse. Et à ce moment-là, il faut qu'elle soit traitée pendant 3 mois puisque c'est un événement qui est provoqué. La thrombolyse, devant une embolie pulmonaire gravissime, elle est possible chez la femme enceinte. Il n'y a pas de contre-indication à la fibrinolyse d'une embolie pulmonaire. Il faut sauver cette maman et son bébé. Et en postpartum, on pourra être amené, si la patiente a eu plus de 3 mois de traitement anticoagulant, on pourra parfois reprendre une dose préventive de traitement anticoagulant. Alors, comment va-t-on gérer l'accouchement d'une patiente qui est sous HBPM à dose curative? On va essayer de programmer un accouchement pour éviter qu'elle se mette spontanément au travail, parce qu'à partir du moment où elle a un traitement anticoagulant et qu'on veut lui faire une anesthésie péridurale, il va falloir pouvoir gérer le traitement anticoagulant. On va, surtout si on a pu programmer un accouchement, soit un déclenchement, soit une césarienne, mais bien évidemment, on ne va pas faire de césarienne prophylactique parce qu'elle est sous anticoagulant. Il faut qu'il y ait une cause de césarienne qui soit bien évidemment identifiée. Il faut bien évidemment que le déclenchement soit favorable obstétricalement. On va suspendre les HBPM 24 heures avant le déclenchement ou la césarienne pour pouvoir réaliser la péridurale. Le vrai piège, si le col n'est pas favorable, c'est que si le déclenchement ne fonctionne pas, on a parfois une durée du travail obstétrical qui est extrêmement long. Moi, j'ai une patiente, ça a duré 48 heures avant qu'elle accouche et elle a fait une embolie pulmonaire postpartum parce que son traitement anticoagulant avait été suspendu pendant 48 heures. Donc, c'est le vrai piège de savoir comment est-ce que c'est déclenché. C'est un vrai travail en association avec les obstétriciens pour savoir à quel moment on fait. Et puis, la reprise des anticoagulants, s'il y a une indication de reprise du traitement anticoagulant, il sera possible que 4 heures après l'ablation du cathéter. Donc, la programmation, elle n'est pas complètement systématique, on essaye quand même de le faire un petit peu. Alors après, l'autre question, c'est
est-ce qu'on peut éviter et comment est-ce qu'on peut évaluer le risque de la maladie thromboembolique chez une jeune femme quand elle est enceinte. Et on ne va pas faire des thromboprophylaxies systématiques à toutes les femmes enceintes, même s'il y en a un paquet qui thrombose. Qui doit bénéficier? Et quand on a mis en évidence un risque de thromboembolie chez une patiente qui est enceinte, à quel moment est-ce qu'on commence la thromboprophylaxie? Alors, il y a tout un tas de scores qui peuvent vous aider à la prise de décision. Il y a, et ce n'est pas pour rire, il y a un score stéphanois, il y a un score à Saint-Étienne, il y a un score à Lyon qui se tire un petit peu la bourre, c'est pire qu'au foot. Et puis, il y a aussi des scores américains et on est en train d'essayer… Pardon ? Et il y a effectivement tous ces antécédents qui vont rentrer en ligne de compte. Et donc, tous ces scores, ils sont plus ou moins compliqués. Ils sont disponibles dans la littérature pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on le fait. Donc, en fonction de différents points qui vont prendre les antécédents de maladies thromboemboliques, s'ils sont multiples, s'ils sont liés avec un facteur déclenchant, surtout si c'est associé à une prise de contraceptif ou à une grossesse antérieure. Le score de Saint-Étienne fait rentrer les antécédents vasculo-placentaires et puis les thrombophilies sont plus ou moins cotés. Et en fonction de ce score, ça vous dit, voilà, vous pouvez faire une thromboprophylaxie uniquement en postpartum. Vous pouvez mettre une thromboprophylaxie au 3e trimestre, une thromboprophylaxie pendant toute la grossesse ou quand la patiente a déjà un risque qui est très important, il faut la maintenir au traitement anticoagulant pendant toute la grossesse. Je ne détaille pas, vous verrez, ça c'est le score américain qui a été publié en 2018, où on voit des choses qui sont un petit peu différentes, mais ça vous dit, voilà ce que vous faites en antépartum, voilà ce que vous faites en postpartum, et voilà le score de Lyon qui a été développé par Yessim Nargo, et de la même façon, on voit ici les facteurs de risque. Tout le monde est extrêmement d'accord de dire que d'avoir thrombosé ou fait une embolie pulmonaire lors d'une grossesse précédente ou avec une contraception œstroprogestative, c'est un facteur de risque qui est hormonodépendant et c'est un facteur de risque majeur pour cette grossesse-là qui va certainement conduire à la prévention pendant toute la grossesse. Donc voilà, on voit ici et on peut l'avantage du score de Lyon par rapport aux autres, c'est qu'il introduit quelque chose qui est évolutif. Une jeune femme qui a un antécédent d'une maladie thromboembolique, une thrombose distale spontanée, voilà, elle n'a pas forcément besoin. On lui a mis en évidence une thrombophilie avec un facteur 5 de Leiden hétérozygote. Ça veut dire qu'elle est à 4. Et puis, voilà, et on en est là. Et puis ensuite, on s'aperçoit, alors là, elle a 35 ans, donc elle est à 5. Quand elle est à 5, on se dit on le mettra au 3e trimestre. Et puis, au 5e mois, j'en ai une comme ça que j'ai vue il n'y a pas si longtemps. Elle a fait un décollement placentaire et on lui a dit, maintenant, vous restez alitée. Elle devait avoir une thromboprophylaxie avec tous ses antécédents qu'au 3e trimestre. Comme elle a été alitée dès le 5e mois de grossesse, son score passait de 5 à 6. Et donc, il faut lui faire sa thromboprophylaxie dès que l'alitement est proposé. Le score de Lyon est le seul qui fait intervenir cette notion supplémentaire et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. On est actuellement avec le groupe GMAT et le professeur Dargaud en train d'essayer d'évaluer ces scores. Non pas on les évalue en les comparant l'un par rapport à l'autre, on ne mettra pas
de différence dans l'efficacité de ces scores, mais c'est un PRME qui est quelque chose de médico-économique qui pourra voir combien on doit traiter de patients pour éviter un événement. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant, que vous verrez passer probablement d'ici 2-3 ans. Alors, le gros morceau, maladie thromboembolique et cancer. En pratique, un patient sur 200 qui est traité pour cancer aura au cours de sa maladie l'apparition d'un événement thromboembolique. Le risque de développer une maladie thromboembolique quand on a un cancer, il est multiplié par 7 par rapport à quelqu'un qui n'a pas de cancer. Et il y a un risque d'embolie fatale qui est multiplié par 3. 10% des patients atteints de cancer décèdent d'une embolie pulmonaire. Après, la première cause, ça reste quand même l'évolution de la maladie et de la chimiothérapie. Et puis, 20% des patients atteints de cancer verront au cours de la première année une récidive de la maladie thromboembolique alors qu'ils sont encore traités. Alors, là, je vais aller très vite puisque ça va être complémentaire à ce que vous a dit Laurent tout à l'heure, qui est que faire devant une maladie thromboembolique non provoquée. On est tous d'accord qu'il ne faut pas faire, il n'y a aucune rentabilité pour les examens systématiques et il faut les faire sur un point d'appel clinique ou biologique. Et puis, on oriente les patients vers le dépistage de masse. Traitement de la maladie thromboembolique associée au cancer. Ces études, elles datent des années 2000, où on s'était rendu compte que d'avoir un traitement anti-vitamine K associé aux chimiothérapies, c'était une galère sans nom parce qu'il y avait d'une part des interactions médicamenteuses qui rendaient les INR qui étaient difficiles à équilibrer, que quand les patients développaient des thrombopénies, d'avoir un INR qui était éventuellement un tout petit peu haut, c'était à risque hémorragique, donc on pouvait être conduit d'arrêter les INR et les patients étaient tout le temps mal équilibrés, d'arrêter les AVK, donc les patients étaient totalement équilibrés. Et donc, il y a eu de ces études qui sont arrivées et où on a montré que de poursuivre des HBPM au long cours pendant 3 ou 6 mois versus de prendre une HBPM avec un relais antivitamine K, ça diminuait le nombre de récidives de maladies thromboemboliques, sans augmenter le nombre d'hémorragies, plutôt avec moins d'hémorragies, mais avec peu d'efficacité sur la mortalité globale. Quand on le remet dans ce contexte-là, vous voyez que très clairement, il y a moins de récidives dans le groupe qui n'a pas eu de relais antivitamine K par rapport au groupe qui a été sur les antivitamines K. Néanmoins, je pense qu'on est passé à un message après en disant les antivitamines K, ça ne marche pas quand il y a du cancer. Et donc, on arrêtait les antivitamines K, y compris pour la fibrillation auriculaire, en mettant les gens aux HBPM. Et puis, on disait, ça ne marche pas, et c'était presque criminel de mettre des antivitamines K chez quelqu'un qui avait un cancer. Néanmoins, j'attire quand même votre attention que ça diminue par 2 le nombre de récidives, mais dans le Cantanox, il y avait quand même 94% des gens sous AVK qui ne récidivaient pas leur thrombose. Et au maximum, ici, c'était 83 à 84% de patients qui avaient un traitement par antivitamine K qui était efficace sur le nombre de récidives. Donc, ça ne peut pas dire que ça ne marche pas. Et avant l'ère actuelle, ça permettait de dire quand les gens, au bout d'un certain temps, ne tolèrent plus les injections, il peut être légitime d'utiliser un traitement antivitamine K en relais. Et ce n'était pas criminel et on a tous fait ça. Ou alors parfois on disait aux patients, attends, tais-toi, tu as ton cancer, on te traite, continue les injections, mais c'était compliqué. Mais c'était possible de mettre des antivitamines. Alors, quelles étaient les recommandations? Les recommandations, elles ont beaucoup bougé et effectivement, on se disait, on va poursuivre le traitement anti-HBPM sans relais antivitamine K si le patient est toujours traité pour son cancer et qu'il tolère le traitement héparinique.
Si le cancer n'est plus traité ou si le patient ne tolère plus les HBPM, il est recommandé d'instaurer un relais par antivitamine K. Donc, vous voyez quand même, dans les années 2015, on disait peut-être au bout de 6 mois, on peut faire un relais sans trop de problèmes. Alors, depuis les dernières années, AOD et cancer, tout le monde s'y est mis. Et vous voyez que les études, elles ont été publiées il y a 4 ans et que depuis 4 ans, on a 5 nouvelles recommandations sur l'utilisation des antithrombotiques dans la pathologie anticancéreuse. Alors, ça, c'est pour vous montrer les études. Okusai, qui était avec les Doxaban, eh bien, effectivement, on avait un outcome qui était groupé et qui était récidive plus hémorragie. Eh bien, c'était favorable, ça faisait pareil. Mais ça faisait pareil à quel prix? Il y avait effectivement moins de récidives dans le groupe Edoxaban, dans le groupe de daltéparine, mais au prix d'un nombre d'hémorragies qui était nettement plus important dans le groupe Edoxaban que dans le groupe daltéparine. Et ces hémorragies, elles se produisaient sur des hémorragies digestives chez des patients qui avaient un cancer digestif en place, cancer de l'estomac, cancer du côlon, et puis les cancers urothéliaux. Avec le rivaroxaban, Select-D, exactement la même chose, plus d'hémorragie, toujours de sites digestifs ou génito-urinaires, et puis moins de thrombose. Et quand on prend un critère global, globalement, ça fait pareil. Caravaggio, qui a utilisé la Pixaban versus la daltéparine, c'est une étude qui est un tout petit peu différente. Enfin, c'est la même étude, c'est le même schéma d'étude, mais elle a commencé et on a inclus les patients alors que les 2 études précédentes avaient déjà été publiées. Même s'il y a des cancers digestifs dans cette étude, je pense que consciemment ou inconsciemment, les investigateurs dont je faisais partie se sont réfrénés à inclure des patients qui avaient un gros cancer de l'estomac ou se sont réfrénés pour mettre un cancer du côlon non réséqué dans cette étude. Ce qui a conduit du coup à montrer que, eh bien, il y avait plutôt un petit peu moins de récidives dans le groupe Apixaban et que ça ne se faisait pas au prix d'augmentation des hémorragies. Probablement, la population n'est pas tout à fait la même. Alors, les recommandations les plus récentes, STH, c'était fin 2019, eh bien, ils ont passé d'emblée dans la maladie thromboembolique associée au cancer, les AOD en premier choix, à condition d'une part qu'il y ait un faible risque hémorragique et qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse avec les chimiothérapies. Et donc, ceux qui ont un fort risque hémorragique, c'est les tubes digestifs et c'est le luminal GI cancer, le cancer du côlon qui est réséqué et qui n'a plus que ses métastases, il n'a plus de tumeur intraluminale, il n'est pas à risque d'hémorragie. C'est vraiment la tumeur en place. Et tous les cancers de vessie, ils saignent la rage, les génitaux, les utérus à la phase aiguë, quand l'utérus est en place, ça saigne beaucoup. Il ne faut probablement pas utiliser des AOD dans ce cadre-là. Et puis, de la même façon, comme disait Monsieur Jaillet, effectivement, les patients qui ont des maladies gastriques ou qui ont des médicaments qui vont être toxiques pour l'estomac, il va falloir se méfier de savoir ce qui se passe. Alors, petit bémol, je ne sais pas si j'en parle là ou si j'en parle après, c'est aussi le site d'absorption des AOD. Les AOD sont pour la plupart absorbés par le tube digestif au niveau de l'estomac et dans les premiers dans le grêle proximal. Et un patient qui aura une gastrectomie totale, on ne sait pas ce qu'il va absorber comme AOD. Donc, il ne va pas saigner, il va pas saigner parce qu'il n'a plus sa tumeur en place, mais il ne va peut-être pas absorber le tube digestif. On est en train d'essayer de mettre en place des études pour savoir comment ils absorbent leurs médicaments.
À la fois, cette plaque, elle va aussi poser la question de la durée du traitement chez des patients qui ont un cancer, et ça fera le pendant de la présentation de M. Jaillet. Nouvelle recommandation, ce n'est pas des recommandations, c'est un référentiel qui a été publié au mois de juillet et qui est le référentiel des soins de support, qui était le traitement de la maladie thromboembolique. Donc, il préconise à la même chose les HBPM et les AOD. Là, ils avaient été très pro apixaban en 2 prises, mais on ne peut pas dire les choses aussi fort que ça. On peut utiliser un AOD et vous pouvez choisir apixaban ou rivaroxaban. Et puis, on évalue à 3 mois. On évalue à 3 mois. À 3 mois, on voit si le patient tolère parfaitement bien son traitement. Il n'y a aucune raison de le changer. S'il ne le tolère pas, on peut switcher un AOD vers une HBPM vers un AOD. Et puis après, on va évaluer à 6 mois. Et ce qui est très nouveau ici, c'est de poser la question. Le patient est en rémission de son cancer à 6 mois sans traitement de maintenance. Et il n'a pas récidivé au cours des 6 premiers mois sa maladie thromboembolique. Il est préconisé d'arrêter le traitement anticoagulant après 6 mois de traitement. Si le patient n'est pas en rémission, ça ne souffre pas de problème. Tant que le cancer est actif, on va le traiter. Mais si le patient est en rémission avec un traitement de maintenance, eh bien, il est conseillé de poursuivre le traitement anticoagulant. C'est vraiment ça, mais ce qui est nouveau dans ces recommandations, c'est de s'autoriser d'arrêter le traitement anticoagulant chez un patient qui va parfaitement bien. Un patient qui a une maladie de Hodgkin, il est traité. On ne va pas attendre 6 mois supplémentaires et de se dire on attend un scanner 6 mois après les 6 mois initiaux pour être sûr qu'il est toujours en rémission. On peut faire une pause du traitement anticoagulant. S'il récidive son cancer et qu'il n'a pas d'événement thromboembolique, on ne sera pas obligé de reprendre un traitement anticoagulant. Mais d'arrêter le traitement au bout de 6 mois, si votre patient est guéri de son cancer, c'est autorisé. Alors, il faut se méfier. Moi, j'en ai vu une lundi dernier. Elle avait son scanner le jeudi. On me l'annonçait en rémission complète. J'ai attendu les 3 jours. Je lui ai dit, vous téléphonez avec les résultats de votre scanner. Elle était en récidive sur son scanner à 6 mois. Donc, elle était aussi en récidive le jour où je l'ai vue. Mais je n'avais pas la preuve. Si on a la preuve, au bout de 6 mois que le patient est en rémission, on arrête le traitement. Interaction médicamenteuse et chimiothérapie. Un article de pharmacocinétique qui montre les interactions médicamenteuses avec les HBPM et les interactions médicamenteuses avec les AOD et les mêmes chimiothérapies, on voit qu'il y a effectivement des interactions médicamenteuses et toutes ces interactions médicamenteuses, elles se font par le cytochrome. Et effectivement, on a pas mal travaillé dessus avec des pharmaciens, avec des oncologues, pour se dire comment est-ce qu'on les prend en compte. Les inducteurs enzymatiques, je les dégage assez rapidement parce qu'effectivement, ils risquent de diminuer un petit peu le taux circulant d'anticoagulants. En pratique, ça les diminue de façon pas importante chez des médicaments avec les AOD qui ont une marge thérapeutique extrêmement large, donc ça a peu d'effets cliniques en pratique. L'inhibiteur enzymatique, il nous ennuie un petit peu plus parce qu'il va augmenter le taux sanguin des AOD. Il peut augmenter les taux sanguins avec, dans cet article qui était publié par Madame Belser, là, ce qui était en rouge, c'était des AUC qui étaient augmentés entre 30 et 50%. Alors, 30 et 50%, ce n'est pas forcément dramatique, là encore, parce qu'on a des marges thérapeutiques qui sont extrêmement larges. Mais si le patient il a une autre fragilité, s'il est extrêmement dénutri, s'il a une fonction rénale qui est un petit peu limite, s'il a en plus de ça une tendance à avoir une chimiothérapie qui va être thrombocytopéniante, là, il va cumuler les ennuis et probablement, chez ces patients-là, il faudra se réfréner à prescrire des AOD. C'est les interactions médicamenteuses qui rentrent et on est en train d'essayer d'affiner un petit peu les conseils qu'on peut vous donner pour savoir à quel moment est-ce qu'on met ou pas. Alors,
les petites choses un tout petit peu particulières, j'en ai plus pour très longtemps. Que faire de la maladie thromboembolique de découverte fortuite? On a tous vu sur un scanner d'évaluation le radiologue qui nous appelle en disant « Ouh là là, vite, je vais aux urgences, il faut aller aux urgences ». 2 jours après, quand on fait l'interprétation, 48 heures plus tard, du scanner. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut déjà s'assurer que c'est bien de la nature fibrino-chlorique et pas la tumeur qui pénètre dans la veine rénale, parce que là, le traitement anticoagulant, il ne servira à rien. Et les recommandations, toujours dans ce même papier dont vous a parlé Laurent, il faut la traiter comme si elle était symptomatique, exactement avec les mêmes critères. Que faire en cas de thrombopénie? Comme vous le disait Laurent, ou c'est Romain, je ne sais plus, un chiffre à se souvenir, 50 000 plaquettes. 50 000 plaquettes, vous continuez votre traitement anticoagulant, quel qu'il soit, à l'identique, sans se poser de problème. Alors, accordez-moi que 49, c'est 50. On n'est pas obligé de déclencher le port sec à 49. Selon la chimiothérapie qui est en cours, le lendemain, il sera de nouveau à 70 000 plaquettes. On n'est peut-être pas obligé de le faire. On contrôle 2 jours après le taux de plaquettes et on s'assure que ce soit pas que le 49 ne soit pas le nadir. Quand on a moins de 50 000 plaquettes, à ce moment-là, tout va dépendre si on est… Alors, pour les AOD, on n'a aucun conseil. Tous les spécialistes que j'ai interrogés m'ont tous fait la même réponse, c'est si ton patient il a moins de 50 000 plaquettes, tu le repasses aux HBPM. Il n'y a aucune recommandation pour dire diminuons un peu la posologie, passons à une dose préventive ou passons à 15 mg de rivaroxaban. Ça, ce n'est pas recommandé. On arrête l'AOD et on passe à une HBPM. Et le taux d'HBPM, il va dépendre d'une part du taux de plaquettes, mais également du délai entre l'événement thromboembolique et la constatation de la thrombopénie. Si on est à moins d'1 mois du diagnostic de l'embolie pulmonaire, dans le premier mois, on est inquiet parce que la maladie thromboembolique, elle est récente et donc on va passer des plaquettes pour essayer de garder un taux de plaquettes supérieur à 50 000 afin de poursuivre le traitement anticoagulant par HBPM à la dose curative. En revanche, si on est à plus d'1 mois, la maladie thromboembolique est quand même déjà a priori contrôlée, surtout si le patient n'a pas récidivé sa maladie thromboembolique à ce moment-là, eh bien, on pourra diminuer les posologies pour passer d'une HBPM à une dose préventive ou à une demi-dose avec des HBPM, le temps que les plaquettes remontent. Ces patients-là, pour des tumeurs solides, ils existent. Les thrombopénies, elles sont souvent relativement brèves. Donc, les patients vont avoir moins de 50 000 plaquettes pendant 3-4 jours et ça ne pose pas réellement de problème. On est beaucoup plus embêté dans les hémopathies où ils ont en particulier toutes les leucémies qui font parfois des embolies pulmonaires et auxquelles on passe des plaquettes tous les jours pour pouvoir leur passer un traitement anticoagulant. Et c'est là que de savoir qu'on est à plus d'1 mois de la maladie thromboembolique, on peut diminuer notre seuil de transfusion plaquettaire en laissant une thromboprophylaxie sans être obligé de maintenir un traitement à forte dose. Voilà. Donc, voilà tout ce que j'avais un petit peu à vous dire. Je réponds à toutes vos questions. Je pense que c'est quelque chose qui est multidisciplinaire parce que tous ces patients sont à haut risque. Ce labyrinthe, on peut l'appeler RCP parce qu'effectivement, il y a une place pour tous ces malades extrêmement complexes à la RCP. Et comme on vous le disait tout à l'heure et à plusieurs reprises, il y a une information des patients qui est importante. Merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, la question, oui, je vais prendre la question qui est sur le chat. Quelle conduite à tenir chez un patient déjà anticoagulé? Je pense que c'est la question, c'est la récidive des maladies thromboemboliques, en particulier quand elle est associée au cancer.
Chez le patient qui est déjà décoagulé et qui récidive sa maladie thromboembolique, on va analyser plusieurs choses. D'une part, est-ce que le patient il était déjà traité avec une bonne posologie d'anticoagulant? On peut lui avoir suspendu son traitement anticoagulant, soit parce qu'il n'avait pas assez de plaquettes, soit parce qu'on voulait lui faire une biopsie, soit, voilà, auquel cas, il a récidivé non pas avec une pleine dose, mais alors qu'il était insuffisamment traité, et on va lui repasser à la dose qu'il aurait dû avoir pleine dose, quitte à lui passer des plaquettes si c'est nécessaire. Si le patient récidive alors qu'il est sous AOD, il est utile de faire un switch d'un AOD vers une HBPM. On va regarder également s'il y a un facteur déclenchant. Quelqu'un qui avait fait une maladie thromboembolique et on lui met un cathéter et il fait une thrombose provoquée par le cathéter, on n'est pas forcément obligé de modifier le traitement anticoagulant. Si on n'a aucun de ces critères-là, pas de provocation, on vérifie quand même que ce n'est pas une TIH. Si le patient est sous HBPM, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Si le patient était à une bonne posologie, s'il avait une HBPM, eh bien, on va augmenter la posologie d'HBPM de 20 à 25% pour pouvoir upgrader un petit peu. En pratique, c'est à peu près 20% des patients pour lesquels on est obligé d'augmenter la posologie d'HBPM, parce qu'assez régulièrement, on trouve un facteur déclenchant évident, une voie veineuse, quelqu'un qui n'avait pas été observant à son traitement, ou il était en post-opératoire, on lui avait suspendu son HBPM pour l'opérer ou faire une procédure. La durée de l'augmentation ? La durée de l'augmentation, elle est définitive. Et le vrai problème auquel on va être confronté, c'est pour ça que je mets le pose d'une voie veineuse à part, parce que c'est comme le patient qui a thrombosé autour d'une voie d'abord, il va thromboser chaque fois qu'on va lui poser une voie d'abord, et à sa 4e voie d'abord, il aura 300% de la posologie d'HBPM, et là, on l'expose à un risque hémorragique majeur.